Galvin. Bonjour à tous, mon nom c'est Christopher Calvin, je suis le chef de la communication et sensibilisation au sein de ICOCA. Je vais être le facilitateur aujourd'hui. Elissa, malheureusement, n'a pas pu participer à cause d'une grippe et on lui souhaite un prompt rétablissement. Merci de nous joindre aujourd'hui où nous allons parler le nouveau rapport qui sera communiqué par IOCA et GISF sur les contrats de sécurité privée. Et aujourd'hui, vous avez l'interprétation et vous pouvez sélectionner la langue que vous préférez. En bas de votre écran, vous avez le globe où là où il y a l'interprétation et donc cela vous permettra d'écouter l'interprétation. Voilà, ce format ne va pas nous permettre de vous voir, mais cependant, nous vous invitons d'interagir et de nous interrompre à tout moment pour poser vos questions. Et de toutes les manières, nous allons avoir une session de questions-réponses à la fin de cette session. Le titre de ce rapport est qu'il est temps de prendre la responsabilité. Nous allons en parler des détails pour voir pourquoi les organisations humanitaires doivent prendre leurs responsabilités et quels sont les défis relevés et comment ils devraient adresser ceci et comment devraient-ils faire des contrats avec les fournisseurs de sécurité privés. Et donc, je vais vous donner un lien. Vous allez le recevoir également par email et on va publier un rapport sur The Brief et donc n'hésitez pas à l'utiliser. Là, je suis heureux d'introduire Léa, qui est chercheuse au sein de GISF. Elle va nous donner, parler un petit peu des contrats de sécurité privée dans le secteur humanitaire. Donc, on va parler un petit peu du secteur et aussi des bailleurs et des acteurs principaux qui peuvent être impactés par les activités de la sécurité privée dans le secteur humanitaire. Et là, je voudrais passer la parole à Léa. Merci, Chris. Bonjour à tous. Donc, ce n'est pas une surprise en vous dire que les travailleurs font face toujours à des problèmes. Il y a eu des morts et plusieurs blessés et 105 étaient kidnappés. Et donc, ces risques ne vont pas seulement affecter le staff, mais tout le secteur. Et afin de travailler, on a besoin de gérer ces risques et cela implique aussi le travail avec les fournisseurs de la sécurité privée. Donc, il est nécessaire d'avoir une collaboration et aussi être innovateur. Et c'est pour cela que nous essayons de promouvoir le dialogue entre nous tous comme ça pour partager l'expertise. Et c'est ce que nous faisons au sein de l'ICOCA. Et les fournisseurs de sécurité privée ont déjà essayer de travailler sur ce thème, sur le document de Montreux qui a été publié en 2008 et aussi un rapport qui a été élaboré par les ONG en 2020. Nous avons pensé aussi élargir le travail de recherche et essayer de développer notre expertise. Et c'est pour cela que nous avons décidé de créer un module pour avoir des contrats avec les sécurités privées et un guide aussi. Et ceci vous permettra aussi d'obtenir un certificat à la fin de ce module. Ce module a été vraiment bien accueilli du réseau mondial, des interorganisations et donc, au début, moi-même, je ne connaissais pas beaucoup à propos
des fournisseurs de sécurité, mais maintenant, il est important de savoir ces fournisseurs peuvent fournir. Il faut travailler bien sûr sur les compétences, les ressources, etc. Le premier projet nous a montré que nous avons besoin de faire plus de recherche afin que les ONG peuvent utiliser quand ils ont affaire à des fournisseurs de sécurité. Donc, grâce à ce projet qui est mené par Juliette, et Juliette justement va parler de ses résultats et ses recommandations. Et je ne vais pas parler plus de ce document. Cependant, ce rapport va être la base euh, d'un guide de formation pour contracter des fournisseurs en matière de sécurité privée. Et j'espère et je suis sûre que vous allez trouver ceci très intéressant. Et j'ai été vraiment heureuse de travailler avec Juliette et Akoka. Et les recommandations vont vous mettre en exergue plusieurs recommandations et surtout l'importance de la coordination. Et donc, j'espère avoir bien sûr une session interactive et encore, je vous souhaite un bon webinaire. Merci Léa. Donc, je voudrais dire qu'on va avoir une opportunité de poser, d'avoir un débat après la présentation de rapport et on pourra répondre à vos questions. Mais essayez d'utiliser le module de questions-réponses mieux que le chat, ça peut être plus utile pour nous. Donc, Juliette a un travail entre ICOCA et GISF. Juliette a de l'expérience parce qu'elle a travaillé en Colombie, en Argentine et aussi à Paris. Et donc, elle a eu un diplôme en Sciences Po avec un master en sécurité internationale et je suis heureux de la féliciter et aussi de vous présenter Juliette pour nous parler un petit peu de ses résultats de son rapport. À vous la parole, Juliette. Merci à Chris et bon après-midi à tous. Donc, je suis heureuse d'être là. Je vais essayer de partager mon écran de sorte que vous puissiez voir ma présentation. Voilà. Très bien. Donc, avant de commencer, je voulais remercier ceux qui ont contribué à cette étude qui était vraiment un processus intéressant et finalement, je vais essayer de vous montrer les résultats de ces 6 mois de travail. Avant que je commence à parler de ces résultats, je voulais dire que nous avons considéré les fournisseurs dans le secteur de sécurité. Nous avons inclus toute société qui fournit ses services, que ce soit ses propres services ou qui fournissent des services au nom d'autres sociétés. Donc, nous avons inclus les fournisseurs qui donnent aussi qui font de la garde, qui donnent un appui de crise, des formations de sécurité, etc. Donc, toutes ces personnes sont concernées et maintenant, je voudrais commencer à parler des étapes principales de cette étude. Nous avons commencé à diffuser une étude en ligne afin d'avoir un bon aperçu des pratiques de contrats. Donc, de contrats, nous avons eu des questions sur un petit peu les processus de sélection et quelles sont les procédures de recrutement, etc. Et donc, cette étude a été faite en juillet dernier. Nous avons eu 83 réponses anonymes et ça prenait des staffs de sécurité qui travaillent dans des organisations, de grandes organisations dans plusieurs pays. Et après cette phase, nous avons commencé à avoir des entretiens avec 16
personnes qui étaient intéressées à discuter de ce thème avec nous. Donc, c'était une occasion pour collecter plus de données qualitatives, pour comprendre un petit peu quelles sont les différentes questions qui sont relatives à ce secteur. Donc, la plupart étaient des ONG. Donc, il y en avait 13. Il y avait aussi une organisation qui provenaient de secteur privé, d'autres d'une organisation internationale, etc. Et finalement, nous avons essayé de collecter ces données et de les analyser et les entretiens ainsi que l'étude nous ont permis de trouver que quand on parle de contrat, il y a trois résultats principaux. Bien sûr, il y a beaucoup de différences entre les organisations, puisqu'ils ont différentes expériences et pratiques. Et voilà, disons que ces questions sont ressorties des témoignages. Et je vais brièvement les lister et ensuite je vais donner plus de détails. Donc, la première observation qui a été constatée est qu'aujourd'hui, les organisations humanitaires dépendent des services des fournisseurs de sécurité privés et ne sont pas équipés pour prendre des décisions informées quand ils font des contrats avec ces fournisseurs. Donc, le coût est très souvent, disons, le facteur principal dans la sélection des fournisseurs de secteur de la privé, malgré le fait que cette approche peut générer plus de risques au sein des organisations humanitaires. Troisièmement, les organisations humanitaires ont une conscience ou une sensibilisation limitée et donc ne connaissent pas beaucoup les normes internationaux pour gérer les fournisseurs de sécurité privée. Donc, les contrats avec ces fournisseurs peuvent poser beaucoup de risques pour les organisations humanitaires. Et le dernier point est que les conditions professionnelles pour recruter des gardes sont vraiment très limitées et donc et les organisations humanitaires investissent plus dans les relations avec leurs clients. Donc, nous allons maintenant regarder les détails et tout d'abord, je vais commencer avec le processus de prise de décision et pourquoi les organisations préfèrent contracter des sociétés privées extérieures et ne pas utiliser son propre personnel. Aujourd'hui, c'est devenu assez normand d'utiliser ces PSP et 82% des sociétés disent qu'ils ont des contrats avec des fournisseurs de sécurité privée. C'est pour justement la surveillance ou pour aussi la gestion des crises. Donc, lors des entretiens, nous avons été capables de discuter les raisons pour lesquelles les organisations choisissent de contracter les fournisseurs parce qu'ils disent ils sont enfin, disponibles pour des questions de coûts et ils ont une certaine fiabilité, mais il y a aussi un manque de clarité et pourquoi ces organisations veulent faire ceci. Donc, mais des fois, on est ne sait pas bien pourquoi le choix a été fait. Est-ce que c'était plutôt basé sur le prix ou autre chose? Mais aussi, il y a aussi une absence de connaissances sur le secteur de la sécurité privée. Qui sont ces sociétés? Est-ce qu'ils travaillent en sous-traitance, etc., etc. Donc, l'étude indique que les organisations humanitaires vont contracter ces fournisseurs sans avoir aucune analyse. Et ceci pourrait poser un problème de sécurité et pourrait avoir un impact sur les bénéficiaires et aussi les différentes communautés. Maintenant, par rapport au deuxième point,
Là, c'est vraiment un point très important. Euh, donc, lors des entretiens, beaucoup de répondants ont euh, parlé des budgets et que les équipes de sécurité ne sont pas souvent impliquées dans la décision d'élaboration de budget et c'est pour cela qu'ils doivent gérer des ressources limitées et des fois, ils ne peuvent pas aussi louer les services de sociétés qualifiées ou ne peuvent pas faire aussi une évaluation privée, etc. Donc, tout ceci sont des facteurs qui vont augmenter le risque qui est pris par les organisations humanitaires lors de leur recrutement des PSP. Un autre point qui a été soulevé est que les équipes de sécurité ne sont pas toujours celles qui font les contrats et sélectionner les PSP. Ça peut être fait par une équipe de logistique et dans ce cas-là, les évaluations de risque n'est pas tout souvent menées par ces équipes. Le troisième point est relatif à la réglementation qui doit être utilisée par les organisations et l'étude a d'ailleurs indiqué qu'il y a plusieurs praticiens qui sont heureux avec leur politique interne et leur réglementation intérieure, mais ce que nous avons remarqué il y a seulement 5% utilisent le code de conduite en tant que référence donc, et ne voit pas aussi toutes les normes proposées par l'AIOCOCA lors de la sélection d'un PSP. Donc, il y a aussi une différence entre les organisations, il y a aussi un manque d'engagement et un manque de compréhension des normes internationaux et des bonnes pratiques. Cela n'est pas considéré très important. Et un autre point qui a été soulevé dans cette étude et qui reste très important, c'est l'informalité qui joue un rôle important au niveau de l'implémentation. Et c'était en particulier le cas relatif au contrat qui devrait être mieux élaboré pour protéger les organisations de tout risque. Je voudrais terminer pour dire qu'il y a plus de questions que de réponses, surtout en termes de sanctions en cas de mauvaise conduite. Et donc là, il n'y a pas vraiment beaucoup de réflexion et de sensibilisation par rapport à ceci, mais de toutes les manières, on aura l'occasion d'en discuter plus tard. La quatrième question et par rapport aux risques conventionnels lors des contrats avec les sécurités privées. Et donc, il y avait une bonne sensibilisation des organisations humanitaires qui demandent d'avoir une évaluation des risques bien menée et afin de comprendre l'impact sur l'acceptation et l'acceptation des mesures d'atténuation qui puissent être effectives. Donc, nous avons discuté l'acceptation et la neutralité et comment l'organisation peut aussi peuvent évaluer le staff des PSP et comment ces PSP peuvent accepter donc, ils essayent de voir un petit peu leur comportement, comment ils acceptent, quelles sont les mesures effectives utilisées. Et donc, Annalie, de toutes les manières, va donner plus de détails plus tard. Nous avons aussi constaté qu'il y avait aussi des cas d'harcèlement sexuel par des PSP. Donc, il faut vraiment faire attention quand on recrute ces organisations par rapport à ces concepts. Et le dernier point que nous avons identifié est que il paraît que quelques
organisations ont fait de la due diligence par rapport aux droits humains. Donc, c'est très important aussi de penser à la communauté haute et aux bénéficiaires en termes de droits de l'homme. Et donc, enfin, le dernier point que nous avons trouvé dans cette étude, qui a été mentionné aussi par la plus grande majorité des répondants, qu'il y avait un petit peu des préoccupations sur les conditions de travail qui étaient très mauvaises. Et plusieurs participants disaient que la relation entre les organisations contractantes et les PSP est très importante afin de définir la qualité des services ainsi que des normes qu'on doit s'attendre des PSP. Donc, il est très important aussi de parler aussi de l'acceptation des organisations et de la sécurité. Il y a aussi l'aspect des salaires, des conditions de travail, d'environnement professionnel et donc les secteurs de sécurité sont souvent caractérisés avec des salaires très bas et le personnel est souvent en train de travailler dans plusieurs travails pour avoir un meilleur travail. Donc, c'est important aussi de respecter les droits de travail pour son staff et essayer aussi de donner un bon environnement de travail. Et donc, les organisations contractantes ont aussi un engagement envers eux. Et donc, il y a aussi une question par rapport à la formation afin d'intégrer les PSP au sein de l'organisation. Et ça, c'est une préoccupation car les gardes sont souvent les premiers qu'on voit devant toute organisation et c'est pour cela ils ont vraiment besoin d'être formés sur le mandat et la mission de l'organisation et peut-être avoir des formations sur la stratégie de l'organisation. Voilà, c'était le dernier point de mon état. Et donc, lors du débat, bien sûr, mais on aura aussi l'expérience de la Côte d'Ivoire plus tard. Donc là, c'était les 5 résultats que nous avons identifiés lors de nos entretiens et aussi grâce à votre contribution. Vous pouvez trouver ces points dans un rapport assez long dès qu'il sera publié. Excusez-moi, là, j'ai un peu de soleil sur le visage, mais je voulais vous remercier encore une fois pour votre attention et je serai bien sûr disponible à répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Juliette. Comme vous avez pu constater de la présentation de la recherche, donc il y a beaucoup de données qui ont été identifiées. Et donc, il faut faire un suivi et travailler avec les organisations humanitaires et aussi avec les PSP sur toutes ces questions. Mais on va avoir aussi une perspective des organisations humanitaires ainsi que des secteurs de la sécurité privée dans un moment dans notre discussion. Mais là, je voudrais aussi donner l'occasion pour que vous puissiez poser vos questions. Et là, on peut prendre la première question adressée à Juliette. Donc, la première question, est-ce que la recherche a compris pourquoi les organisations disent qu'ils n'ont pas font suffisamment de budgétisation pour couvrir tous les défis que vous avez mentionnés. Donc, voilà, Juliette, si vous pouvez répondre à cette question. Par rapport au budget, il y avait plusieurs questions. Certaines personnes que nous avons interviewées ont dit
que les staffs de sécurité ne sont pas bien formés pour vraiment exprimer leurs besoins, pour qu'on puisse aussi faire une bonne budgétisation. Et donc, voilà, il y a ce problème d'avoir une bonne évaluation des besoins pour demander aussi à leur direction d'avoir un budget spécifique et aussi par rapport aux bailleurs. Le budget sur la sécurité doit suivre des lignes administratives et qui ne sont pas souvent spécifiques à la sécurité. Et c'est pour cela ils ne considèrent pas encore une fois le besoin en termes de sécurité privée. Je ne pense pas excusez-moi, là, je ne vois pas vraiment mon écran à cause du soleil. Donc, voilà. Il y a aussi un manque de considération par rapport au budget de la sécurité au sein des organisations et même avec les bailleurs. Et souvent, les équipes de sécurité ne sont pas impliquées dans la planification des programmes. Donc, il y a une certaine négligence par rapport aussi au personnel contracté. Et souvent, comme je dis, il n'y a pas trop de budget pour assurer une bonne sécurité. There is a related question that's come in, Julia. I don't know Il y a whether aussi une autre question. interviewing unearthed answers to this or the survey itself. Est-ce que vous avez peut-être reçu une réponse? Il paraît qu'il y a une hésitation où personne hésite de louer les services de grosses organisations, surtout à cause des coûts. Est-ce que votre recherche appuie cette idée? Je pense que cela vraiment dépend du type d'organisation. Certains participants provenant de petites organisations, disons, ou autres avec plus de besoins disent, enfin certains louent les petites organisations alors que d'autres disent que bon, ils sont obligés de prendre des grosses sociétés et donc encore une fois, ça dépend du contexte et du marché. Et aussi, cela dépend du besoin de l'organisation. Mais il n'y a pas eu réellement une tendance claire en ce sens. From Paul Glenn, which is, can we confirm which Pour department? Glenn, est-ce qu'on peut confirmer quel département a été impliqué dans l'étude? Est-ce que c'est est-ce que c'était les passations des marchés ou la communication et tout? Mais je vais essayer de répondre puisque, enfin, disons, donc, Juliette, pardon, si vous pouvez nous répondre par rapport à cette question. La plus grande majorité des répondants lors des entretiens et des organisations travaillent dans le département de la sécurité de leur organisation. Donc, ils avaient des opinions assez intéressantes sur le thème et mais on n'a pas eu donc aussi le feedback de personnes qui travaillent dans des départements de ressources humaines ou dans d'autres départements. Ce serait bien aussi d'avoir leur opinion. Mais les vues qui ont été vraiment exprimées lors des entretiens sont principalement ne reflètent pas, disons, nécessairement les vues, les différentes opinions des différents staffs des organisations humanitaires. Donc, il y a une question sur les résultats géographiques, c'est-à-dire quel pays nous devrions inclure. Est-ce que vous avez trouvé des détails sur des exemples de pays où il y avait une mauvaise gestion des gardes de sécurité ou certaines violations?
On a eu des entretiens de personnes provenant de différentes régions et de pays, et c'est une dynamique assez différente. Par exemple, en Amérique latine, les contrats avec les PSP est assez commun, il n'y avait pas trop de problèmes par rapport à ceci, alors que les pays africains tendent à avoir essaye de mettre plus en exergue les problèmes de salaire, l'environnement professionnel et la nécessité de bien vérifier les détails par rapport au salaire. Mais je pense que ces questions ont été surtout soulevées par la région africaine. Mais je pense que peut-être nous avons besoin d'avoir un échantillonnage plus large pour être capable de bien faire une comparaison entre les régions. Nous avons reçu beaucoup de questions, et ce qui est c'est pas mal du tout, mais on ne peut pas vraiment les traiter tous parce que nous devons continuer avec notre panel. Mais peut-être certaines réponses peuvent ressortir. Donc, il y avait donc la question par rapport au budget. Je vais parler d'ailleurs de cette question sur le budget. Est-ce que vous ressentez qu'il n'y avait pas beaucoup de ressources au sein des ONG pour appuyer le financement de la sécurité privée? Ou est-ce que la sécurité privée n'a pas suffisamment de fonds? Des deux côtés, c'est ce qui a été reflété lors des entretiens à travers les réponses. Je dirais ce qui est ressorti. Je pense que Élodie parlera de ceci. La mauvaise perception des bailleurs sur le secteur de sécurité peut-être est impactante. Il faudra aussi comprendre pourquoi les équipes de sécurité ont besoin de PSP pour plus de protection et surtout en relation à la continuité du programme. Donc, il paraît qu'il y a une mauvaise compréhension de la part des bailleurs par rapport aux besoins spécifiques, et aussi les ressources limitées aussi est un problème pour les organisations humanitaires. Plusieurs répondants m'avaient expliqué qu'il y avait des départements de sécurité assez nouveaux, et donc c'était difficile de convaincre la direction pour avoir un bon budget de sécurité, donc et continue toujours à exiger ceci. Donc il y a eu un commentaire dans la session questions-réponses, et je vais terminer avec cette note positive. Donc, la sécurité peut être une solution si ça fait partie d'un programme d'évaluation des besoins et de la sécurité. Donc là, je pense qu'on n'a pas besoin de donner une réponse, mais c'est une bonne approche. Et là, je voudrais... Mais là, il y a une question qui est restée non répondue, mais je pense que vous allez avoir certaines réponses avec les prochaines présentations. Et là, je vais inviter les panélistes dans la discussion. Et là, je vais vous donner une introduction très brève de chaque panéliste, et ensuite je vais leur donner 5 minutes de discussion et d'injection, disons, par rapport à ce qui était présenté par Juliette. Notre première panéliste, c'est Élodie Leroy-Lemoigne, qui est conseillère en sécurité mondiale de plan international. Et en plus de son rôle opérationnel, Élodie développe actuellement la stratégie sécurité pour tous du plan international en promouvant une approche intersectionnelle de la
gestion des risques de sécurité. Elle a lancé l'initiative des femmes dans la sécurité dans plusieurs pays. Elle a travaillé avec différents ONG et des programmes. Elle a été aussi analyste. Elodie a travaillé dans plusieurs pays à haut risque pour divers ONG et en tant que coordinatrice de l'accès humanitaire. Elle était responsable de la sécurité, analyse de la sécurité et chef de l'unité de sécurité. Elle est un ancien officier de la marine et une formation de pompier. Elle est titulaire d'un diplôme de l'Académie navale et d'une maîtrise en droit. Et donc, je vais lui passer la parole pour qu'elle puisse partager ses réflexions sur la recherche qui a été présentée. Elodie, à vous la parole. Je pense que cette analyse était très intéressante et cela aussi indiquait certains points que nous connaissions déjà, mais c'était aussi important de connaître un petit peu l'opinion du secteur privé et une des questions principales est qu'il y a souvent un manque de communication entre les organisations humanitaires et les fournisseurs de sécurité privée. Et donc, à chaque fois où on a un département de sécurité au sein des ONG qui est forte, la discussion serait meilleure. Mais cependant, ceci n'est pas toujours le cas car ces départements n'existent pas. C'est souvent un point focal qui gère ceci et c'est pour cela que la coordination peut pas être bonne. Donc, il y a certaines différences, comme nous avons dit. Et aussi, je dirais que certains fournisseurs de sécurité privée n'ont pas suffisamment de connaissances du besoin des organisations humanitaires en termes de sécurité. Quels sont leurs besoins en termes de sécurité? Ce qui est important de garder à l'esprit, c'est des problèmes aussi que nous avons en interne. C'est comment parler de sécurité dans le domaine humanitaire. Et dans la plupart du temps, on parle de soft security ou de sécurité soft. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'on ne va pas avoir de sécurité, de département où on doit aller chercher ailleurs, etc. Mais souvent, on dépend que les gens connaissent la sécurité, alors que nous devons parler aux ces différentes communautés et peut-être ça serait intéressant d'avoir des relais aussi pour pouvoir disséminer la connaissance. Donc, la façon dont nous gérons notre réputation et dont nous gérons des personnes est très importante pour savoir comment donner une bonne perception du travail et aussi pour comprendre les risques que nous pouvons avoir. Et aussi, les contrats avec certains partenaires est souvent difficile parce qu'on ne sait pas quelles sont les connaissances, les conséquences et les implications qui pourraient être. Bien sûr, l'idée, c'est pas seulement de travailler avec des organisations humanitaires, mais avec aussi d'autres organisations. Donc, il est nécessaire de comprendre les conséquences. J'ai souvent, on pense que les organisations humanitaires ne vont pas utiliser des PSP, alors que par ailleurs, on dit on utilise trop de PSP. Donc, c'est intéressant de voir ces deux comportements. Mais fréquemment, quand nous avons des partenaires de sécurité privée, et en tant que transfert de responsabilité et de risque, je pense que pour moi, c'est comme un mythe. Donc, ce n'est pas un transfert parce que ce n'est pas cette PSP qui va avoir cette mauvaise conduite ou qui va être impliquée être impliqué dans une zone où ils sont pro-gouvernement contre une région qui est contre le gouvernement. Donc, il est très important de discuter les contrats avant de recruter
des PSP. Parce que tout ce qui se passera plus tard avec les gardiens peuvent avoir un impact sur notre réputation et notre sécurité. Donc, il faut arrêter de dire qu'il y a un transfert de responsabilité et de risque parce que ce n'est pas la vraie réalité. Par ailleurs, des personnes disent non, non, on ne va pas choisir ce fournisseur de sécurité parce que notre réputation va être à risque, il n'est pas très responsable, etc. Non, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça va dépendre de l'organisation et quelle est la zone avec qui, là où vous allez travailler, et quelle est la relation au sein de la communauté et aussi comment vous allez créer ce lien avec les personnes avec qui vous allez travailler et comment vous allez intégrer ces gens dans votre équipe. Et là, c'est très important et vous avez mentionné, Juliette, quelque chose de très important, surtout quand vous dites quel est le besoin du staff et quel va être le risque associé en recrutant des PSP et quel va être le risque pour nous et quel va être le risque pour notre staff. Donc, souvent, nous omettons la violence basée sur le genre. Et surtout par rapport au staff féminin. Là, c'est très important car j'ai observé ceci avec d'autres organisations quand nous faisons des formations de sensibilisation au sein d'organisations humanitaires, etc. Donc, nous avons fait la même chose pour plan international. Nous avons essayé de rassembler à peu près 700 femmes pour comprendre quelles sont les vraies préoccupations de sécurité. Et ce qu'elle disait, elles avaient toujours la crainte de rester tard la nuit parce qu'elles ont peur d'être agressées par les gardiens de sécurité, les agents de sécurité, pardon. Et c'est des points qui ne sont jamais considérés et discutés. Et donc là, c'est vraiment une responsabilité partagée entre la société et l'organisation. Il faudrait parler de ceci. Et voilà, si cela devrait survenir, voilà comment nous devrons réagir. Voilà les recommandations à faire. Il faudrait peut-être discuter ceci avec les directeurs et dire s'il y a une plainte d'une femme, donc il faut stipuler tout ceci dans un contrat par rapport aux agressions envers le staff féminin. Et bien sûr, on ne va pas parler d'une seule société qui a eu une mauvaise conduite, mais c'est quelque chose qui est plus systémique et qui commence à se propager. En ce qui me concerne, la question à adresser, c'est d'abord reconnaître ce fait et aussi avoir une bonne pratique autour de ceci. Et voilà, c'était ce que je voulais soulever. Et aussi, quand vous avez beaucoup de staff et quand vous avez parlé de salaire, vous dites c'est plus efficace d'avoir de PSP. Bien sûr, c'est plus efficace parce que les personnes sont formées, ils connaissent leur travail et peuvent s'adapter à vos besoins rapidement. Mais aussi, quand vous avez quelqu'un qui n'est pas bien payé, ça peut créer beaucoup de rotation de personnes et ça va susciter d'autres risques. Et donc, si vous changez d'agent à chaque fois, il faut tout le temps les former et les briefer. Et là, vous pouvez avoir une violation dans votre système de sécurité. Voilà, c'était les points que je voulais mettre en exergue de mon côté. Merci. Et merci Elodie, c'est vraiment très intéressant. Je voulais poser une question de suivi et je vous invite bien sûr à poser vos questions. Donc, vous êtes une femme, vous êtes une chef de la sécurité mondiale au sein de Plan international et la sécurité est souvent vue comme ayant une prévalence masculine. Je me demande là si
cette question probablement n'est pas bien traitée parce que, parce que si tout le personnel est masculin, peut-être vous n'avez pas pu adresser ceci, vu que vous avez soulevé ce problème de femmes. Mais plusieurs hommes, je dirais, dans le secteur de sécurité ne voient pas ceci. Donc, comment vous voyez ceci et comment aussi vous pouvez répondre par rapport à la gestion du recrutement des agents de sécurité, quel profil ces organisations humanitaires sont en train d'identifier, est-ce qu'il y a suffisamment de diversité, est-ce qu'ils sont conscients de tout ceci? Je pense que c'est une question pertinente. Là, nous essayons de voir comment utiliser notre expérience. Et voilà. Et ensuite, c'est bien de poser des questions aux femmes. Comment pensez-vous que vous allez être à l'aise avec cet agent de sécurité? Et de toutes les manières, une des recommandations est de décider ensemble et quelle personne vous êtes confortable à avoir avec vous, surtout la nuit. Donc, c'est bien de discuter avec les femmes parce que c'est elles qui vont vous dire quels sont les meilleurs ceci. Et aussi, il faut discuter avec la direction. Mais certaines sociétés préfèrent ne pas avoir de femmes parce qu'ils savent, parce que 95% des cas qui sont montés vers la direction vont être vrais. Et c'est pour cela ils préfèrent avoir des hommes. Mais là, nous, bien sûr, nous essayons de pousser aussi la participation des femmes dans plusieurs zones. Et là, si on a une femme qui travaille le soir, elle est donc seule parmi 5 autres agents et cette femme peut être exposée aussi au même risque que ses collègues et c'est bon aussi d'en voir une discussion sur ce point. Donc, quand vous avez une minorité de femmes travaillant dans ce domaine, il est important de travailler cette question à long terme. Donc, nous avons essayé d'encourager beaucoup le travail des femmes et nous essayons de parler de ceci lors de nos formations. Nous essayons de renforcer les compétences de nos agents et nous parlons toujours de ce point dans nos formations. Et nous parlons des choses, des meilleures choses qui puissent arriver. Donc, bon, bien sûr, il y a toujours des améliorations. Mais un des points qui manque, c'est une discussion au sein des contractants et les conseillers de sécurité. Donc, quand ces deux acteurs ont les mêmes connaissances, ils peuvent connaître quels vont être leurs besoins spécifiques. Et c'est pour ça qu'il faut travailler sur les deux côtés. Donc, oui, je pense que c'est un thème aussi qui est adressé ces dernières années par ICOCA. Nous avons émis un guide sur l'exploitation sexuelle il y a 2 ans et nous avons même fourni une formation en ligne cette année sur ce thème et qui a été d'ailleurs bien reçue par les sociétés pour répondre aux lacunes parce que, disons, cette question n'est pas bien traité et considéré même dans les plus grandes organisations. Donc, voilà, nous avons eu une bonne perspective. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, oui. Un des points très importants, parce que certaines organisations recrutent en interne ou en externe.
Mais ce qui est important est de travailler sur l'intégration. En Somalie, nous avons donné une assurance de risque qui n'est pas fournie par la société. Donc, ouais, leur famille serait couverte par cette assurance. Nous avons donné aussi des jackets de protection. Et une fois que ces agents pensent qu'ils sont intégrés et qu'ils sont bien considérés, cela pourrait vous donner une valeur ajoutée et l'agent serait plus incliné à protéger le staff et à mieux se comporter également. Voilà, c'était juste une petit commentaire. Oui, bien sûr, ça ne doit pas aussi vu en tant que concept juridique, mais ça doit être intégré dans l'organisation, ce fait de travailler sur les deux sexes. Maintenant, nous avons parlé d'une organisation qui va je voudrais maintenant introduire Fodeba Diallo, qui est l'actuel coordinateur régional de la gestion des risques de catastrophes pour la Croix-Rouge en Côte d'Ivoire, ainsi que le responsable de la sécurité du comité local de la Croix-Rouge à Bouaké. Il a travaillé pour la Croix-Rouge depuis plus de 9 ans et a poussé le développement d'un département de sécurité et de compétences et capacités de sécurité au niveau national. Donc, faux débat, ça serait intéressant d'avoir votre aussi réflexion surtout de la part d'une organisation qui a choisi ne pas contracter des PSC. Donc, quelle est la raison et qu'est-ce que vous voyez dans ce contexte qui a changé par rapport aussi à d'autres organisations qui décident de contracter des PSP et quelles sont les implications sur votre organisation. Donc, Fadobé va parler en français, donc vous pouvez utiliser la traduction en anglais pour l'écouter. Voilà. D'accord. Fodeba, vous avez la parole. Merci encore une fois pour ce panel que vous nous permettez, auquel nous participons. Effectivement, nous, au niveau de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire, on a décidé de ne pas contracter avec des PSP parce que lors de la crise ici en Côte d'Ivoire, on avait constaté que beaucoup de PSP étaient soit créés par des hauts responsables de l'armée ou de la sécurité ou des hauts responsables du gouvernement qui sont dans le domaine de la sécurité. Ça, c'était plus en zone gouvernementale. Comparativement en zone dite assiégée, qui était la zone occupée par les forces belligérantes de la rébellion, on avait plus de sociétés de sécurité qui étaient créées par des responsables militaires de la zone. Et ici, chez nous, nous avons plutôt favorisé le recrutement de personnel local, c'est-à-dire d'abord, en premier lieu, au niveau du département de la sécurité, on a favorisé le recrutement du personnel des gardes au sein de nos volontaires. Parce qu'il est important de prendre un personnel local, et de préférence des bénévoles ou des staffs, parce qu'ils sont plus ancrés au respect des principes humanitaires et ils exposent moins l'organisation. Et aussi, ils ont leurs entrées dans la région comparativement à l'organisation, si elle doit, comme on appelle, mener ses activités. Et ils peuvent mieux orienter l'organisation dans l'exécution de leurs projets. Et donc, nous, on a plutôt favorisé le recrutement ici, soit au niveau de nos bénévoles. Quand on ne trouvait pas, on recrutait au niveau local, c'est-à-dire dans la zone bien précise de l'exécution de nos projets. Parce que ces personnes qui sont dans ces zones-là se sentent mieux à pouvoir, je sais pas, à pouvoir mieux divulguer l'image de l'organisation auprès de leur communauté. Parce qu'on prend un peu le cas au Mali, où souvent les humanitaires sont attaqués, mais on a aujourd'hui moins de risques de mort par rapport à la Centrafrique. Hein.
où là-bas, les humanitaires sont plus attaqués et encore plus tués. Et donc, ici, en favorisant un personnel local, ça évite de moins exposer d'abord l'organisation, et en plus, ça permet à l'organisation d'avoir un contrôle sur ses actions sur le terrain. Et donc, on a plus focalisé sur le personnel local et non sur des sociétés de sécurité privées. Le deuxième fait de constat, c'est que dans la ville de Bouaké, par exemple, qui est un exemple concret que je connais très bien, il y avait des organisations et même l'opération des Nations Unies qui avaient contracté avec des PSP. Mais le souci avec ces PSP, c'est que l'ONUCI et l'opération des Nations Unies payaient les droits aux gardes. Mais en retour, les PSP ne versaient pas correctement les salaires aux gardes et les salaires venaient par moment en retard. Et il a fallu que l'ONUCI même impose un salaire minimum à ces gardes parce que ces PSP ne respectaient même pas le SMIC, ils ne respectaient pas les congés payés, ne respectaient pas les conditions d'assurance maladie pour ces agents, qui sont des facteurs. Je me dis quand un garde a tous ces facteurs, parce que chez nous, quand nos gardes avaient des assurances maladie, des congés payés, des assurances qui couvraient les conjoints de moins, son épouse et les conjoints de moins les enfants de moins de 18 ans, il y avait une motivation et une implication plus forte de ces gardes-là à protéger les actions de l'organisation au niveau de la communauté. Et il facilitait aussi l'accès de l'organisation au sein de la communauté. Donc, comparativement aux autres organisations qui ont contracté avec des PSP, ça a été un peu beaucoup plus difficile parce que là-bas, les PSP ne respectaient pas les conditions salariales, les salaires ne tombaient pas à temps et les gardes même souvent étaient source de chantage par les responsables de zone de ces PSP. Par exemple, pour un garde qu'on devait déployer sur un site de l'opération des Nations Unies, il fallait peut-être qu'il donne un mois de salaire à son superviseur pour pouvoir être, comme on appelle, coopté dans ces différents sites des opérations des Nations Unies. Donc, il a fallu que l'opération des Nations Unies décide de taper du poing sur la table en imposant un salaire minimum à cette PSP, ce qui a amené cette PSP à changer. Mais au finish, l'opération des Nations Unies a dû faire recours à des grandes sociétés de sécurité privées de renommée mondiale qui étaient installées un peu en Côte d'Ivoire. Et le troisième point sur lequel je voudrais véritablement achever mon intervention, c'est surtout insister sur le fait de la non-utilisation des gardes armés. Parce que chez nous ici, l'expérience a été que le fait de n'avoir pas utilisé des gardes armés, ça nous a facilité nos actions sur le terrain. Le fait d'avoir recruté des gardes au niveau local, ça nous a facilité nos actions sur le terrain, mais par contact avec les autres organisations, ceux qui ont suivi un peu dans notre action, ils ont eu moins de difficultés en recrutant au niveau local. Parce que lorsque l'organisation recrute, elle permet de respecter plus ou moins les conditions qu'un garde a plus ou moins besoin, c'est-à-dire le salaire minimum, l'assurance maladie, l'assurance pour ces conjoints de moins de 18 ans et les congés payés. Et aussi, on institue aussi des formations en termes de secours. Aujourd'hui, avec le CICR, on est en train de développer dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire un réseau de points focaux sécurité parce que vous connaissez l'évolution sécuritaire de la Côte d'Ivoire, elle est plus conflictuelle à l'approche des échéances électoraux. Mais aussi, aujourd'hui, on a un gros souci, c'est que le développement de ces points focaux sécurité, c'est la frontière nord de la Côte d'Ivoire qui est confrontée à des incursions terroristes. Donc, il est important qu'on donne des formations plus appropriées à nos personnels qui sont là-bas, qui sont généralement nos bénévoles, nous-mêmes, les bénévoles Croix-Rouge qu'on recrute en interne comme garde de sécurité, ce qui permet d'éviter véritablement des incidents.
Parce qu'avec les PSP, généralement pour les zones ouest africaines, avec les PSP, rares sont ces structures qui respectent en ensemble les conditions, je dirais, salariales du personnel. Parce que c'est un fait très important. Dans des recherches que j'ai eu à effectuer avec certains responsables de la Sécu au Mali, et ils ont eu ces difficultés-là aussi en contractant avec des PSP locaux, comparativement aux grands groupes de sécurité internationaux qui sont installés dans ces pays. Et ils tendent à respecter tous ces éléments. Mais quant aux PSP locaux créés généralement soit par des responsables de l'armée ou de hautes personnalités du gouvernement ou dans les zones belligérantes créées par des responsables militaires de ces zones-là, ils ne respectent pas généralement les contrats entre leur personnel déployé sur ces sites et leur entreprise. Donc, il serait vraiment primordial pour nous, par expérience avec ce que nous avons eu ici au niveau de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire, avec aussi les autres organisations que nous avons ici, serait vraiment primordial de privilégier le recrutement de staff locaux en termes de gardes et éviter vraiment l'utilisation de gardes armés. Les gardes armés, il faut les utiliser en dernier recours et de préférence sur les résidences des personnels expatriés qui sont déployés. C'est que l'opération des Nations Unies a fait ici. Sur les résidences des personnels expatriés, on avait des gardes armés qui étaient généralement postés les nuits, parce qu'on considère que généralement, c'est les nuits qu'il y a beaucoup plus de risques d'insécurité dans nos zones ici. Et donc, il est véritablement important d'insister avec ces sociétés de sécurité privée, le respect des clauses du contrat qui vont les lier avec l'organisation et leur personnel. Et j'ai, comme cela, énuméré un point, notamment en créant une sorte de charte de respect de contrat au cas où les organisations humanitaires seraient amenées à contracter comme on appelle, des contrats de sécurité avec des PSP. Ce serait important de créer une sorte de charte de contrat qui va relier l'ONGI avec la PSP, qui va être amené à respecter un certain nombre de clauses, notamment les conditions de travail de leur personnel. Et aussi, en termes de recommandations, il est important. Ça, c'est le constat que j'ai eu à faire avec certains gardes de sécurité que je connaissais bien, qui travaillaient sur certains sites des ONG. Il est important que les directeurs pays ou les directeurs régionaux des ONG ou les responsables LOG ou les responsables des ressources humaines, ceux qui gèrent généralement les contrats avec les PSP, il est important que souvent, ils échangent avec les gardes sur les sites. Une manière de s'enquérir sur les conditions de travail de ces gardes qui les lient avec leur société. Donc, voilà un peu globalement le travail que nous avons eu à faire avec Élodie lors de cette interview. J'insiste véritablement sur ce fait de l'utilisation des gardes armés. Par expérience pour nous à la Croix-Rouge, nous avons plutôt favorisé des personnels non armés et des volontaires internes. Et donc, il serait bon pour les organisations, quand ils se déploient dans des zones, en ce qui concerne les gardes armés, de les recruter localement. Parce que localement, ils ont leur contact dans la région, ils sont mieux ancrés dans la culture de la région, ils peuvent mieux vulgariser les actions de l'organisation auprès de leur communauté. Ils peuvent même mieux protéger l'organisation et les projets qui sont exécutés dans la zone. Et donc, voilà un peu globalement l'ensemble de ce que je voulais partager avec les panélistes. Je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions. Well, thank you so much for that, Fodeba. It's great to get that perspective. Merci, Fodeba. Merci de cette perspective. Donc, le message est de recruter localement et de ne pas armer vos agents.
C'est vrai que les gardes armés ne sont pas très utilisés dans le secteur humanitaire, seulement dans certaines, enfin, l'utilisation est très limitée. De toutes les manières, cela ne réduit pas le risque et peut-être Élodie pourrait donner plus de détails plus tard. Surtout quand on parle d'harcèlement sexuel. Vous savez, vous n'avez pas besoin de pistolet en cas de harcèlement sexuel. Donc, d'être armé ne va pas réduire le risque. Et il y a une question ici peut-être plus liée à John et aussi faux débat. Je voulais vous demander quand... c'est une question qui a été soulevée par la Grande-Bretagne. Donc, est-ce que vous gardez les mêmes normes telles que présentées par ICOCA? Parce que ICOCA offre un certain nombre de normes. Et est-ce que vous êtes reporté ceci? Est-ce que vous êtes appuyé par des parties tierces? Est-ce que vous avez audité aussi? Est-ce que vous avez un audit externe sur la gestion de qualité par rapport à la fourniture de sécurité? Est-ce que c'est pour moi? Non, non, c'est pour faux débat. Juste une réponse rapide faux débat, si vous pouvez nous dire rapidement ce que vous en pensez. Généralement, il faut le dire, en Côte d'Ivoire, on n'avait pas pris connaissance de l'importance du département de la sécurité et sécurité. Il a fallu que ce soit nous au niveau local qui impulsions un peu la gouvernance au plus haut niveau, de prendre l'importance du département sécurité et sécurité. Et on n'a malheureusement pas d'audit externe en matière de sécurité, si ce n'est que ces derniers mois où le CICR, de par son bureau de délégation régionale à Abidjan, fait des formations, mais elle laisse l'audit interne de la sécurité à la société nationale de la faire elle-même. Mais malheureusement, on n'a pas d'audit externe pour apporter une appréciation plus claire, plus précise sur nos capacités à mieux gérer notre sécurité, à mieux gérer nos différents projets, nos staffs dans ces différentes zones. Je pense que c'est des suggestions que nous allons remonter au plus haut niveau à la hiérarchie, à la gouvernance, afin qu'elle puisse prendre plus ce volet de l'observation externe sur notre manière de gérer notre sécurité pour pouvoir mieux l'améliorer. Great, thank you for that. So I do want to turn now to somebody who... Je voudrais maintenant passer la parole qui connaît un petit peu plus sur la certification. John Davis est un directeur et directeur et responsable national d'Archer International, basé à Yuba, au sud-Soudan. Archer fournit des services de sécurité de gestion des risques à un large éventail de clients au sud-Soudan. Au cours des 10 dernières années, John a travaillé au Soudan du Sud, en RDC, en Tanzanie, en Somalie et au Kenya, au sein de l'équipe de direction d'une grande entreprise régionale de risque et de sécurité avant de lancer Archer. En février 2019, John a personnellement mis en place et administré plusieurs systèmes de gestion de la qualité en travaillant en étroite collaboration avec le service d'accréditation du Royaume-Uni, le bureau Veritas Qualité International. John est une personne qui a travaillé avec les organisations humanitaires. Donc, John Davis, ce serait intéressant d'avoir votre perspective d'un œil de fournisseur de sécurité, de services de sécurité, alors que Archer est une société locale au sud du Soudan. Donc, est-ce qu'on peut avoir justement votre idée sur ce plan? Okay, great. Well, thanks and hello. Donc, merci et bon après-midi à tous. Donc, de Yuba, du sud du Soudan. Donc, on m'a demandé de vous donner une perspective, la perspective d'un PSP. Archer travaille dans
le plus jeune pays dans le monde. Et il y a beaucoup de changements qui impliquent la participation d'organisations humanitaires qui forment la majorité de nos clients. Nos sociétés ne donnent pas seulement des agents de sécurité. Nous donnons une série de services qui ont affaire sur la gestion des risques. Nous avons des experts pour aider les équipes et pour mener aussi des tâches spécifiques. Nous fournissons des connaissances locales pour permettre des organisations à bien travailler et à délivrer des programmes. Donc, il y a beaucoup de valeur à ajouter et d'ailleurs, il fallait comprendre les règles de licence et donc, il faut comprendre aussi le paysage du région et nous essayons d'adresser notre engagement en tant que partenariat avec nos clients. Donc, nous sommes des spécialistes qui donnons des contributions vitales et en référence à l'excellent rapport qui a été fait sur la due diligence pour avoir une bonne conformité avec les normes. Et par rapport à ce contexte, au Sud-Soudan, il y a 77 PSP enregistrés et 5 de ces sociétés ont un bureau physique. Et avec ma connaissance de la société, bien sûr, j'adhère aux recommandations du rapport qui justement recommande d'être en conformité avec les normes internationales, surtout par rapport au travail que nous entreprenons et grâce aux principes humanitaires. Et celui-ci est très important et je reste convaincue que notre travail, quand il est bien fait, peut contribuer à la bonne réputation des organisations et j'appuie le besoin de s'affilier à ECOCA et j'appuie aussi le fait d'être en conformité avec les normes internationales et les PSP doivent aussi respecter les services rendus selon les normes aussi des droits humains qui sont couverts par ICOCA et qui sont couverts aussi par nos normes. Donc, cela a été répété aujourd'hui que les officiers de sécurité peuvent être les premières personnes que nous voyons quand nous visitons tout bâtiment. Et donc, nous voyons en tant qu'extension de l'organisation de notre client et Archer essaye de former nos staffs, surtout pour dire comment interagir avec les parties externes et nous essayons aussi de les orienter par rapport aux droits humains. Donc, nous avons commencé à délivrer des formations ICOCA qui ont été d'ailleurs très utiles. Et donc, quand j'étais invitée ici dans une ONG, j'ai demandé si nos officiers de sécurité pouvaient reconnaître certains abus et j'ai vraiment été très content d'appuyer mon client pour qu'il soit affilié à l'ICOCA. Elodie, d'ailleurs, avait dit, donc les agents de sécurité protègent certains endroits et notre personnel vous protège, vous et votre propriété, même quand vous dormez.
Et là, c'est un facteur très important qui a été d'ailleurs soulevé auparavant. Et j'étais contente de voir dans le rapport la référence aux conditions professionnelles qui était ressortie lors de la discussion, et j'étais impliquée pour mener des changements afin d'améliorer la fourniture de services. Mais malgré les gains et les avancées, nous avons encore nous avons toujours des choses qui sont malmenées, des longues heures de surveillance. Donc, mais malheureusement, les appels d'offres très compétitifs ne permettent pas d'améliorer la situation. Donc, pour conclure, lors de la sélection des PSP, c'est très important de voir les traitements médicaux par rapport au staff, les indemnités, les avantages au staff qui permettent de motiver le staff, et l'organisation aussi peut être plus confortable quand ils savent leur staff est en bonne santé et ne va pas propager des maladies. Et enfin, mon dernier point, je voudrais dire que je voulais réexprimer que le PSP doit démontrer leur indépendance de toute organisation gouvernementale, de toute personne qui peuvent s'ingérer. Et nous avons écouté ceci auparavant, que ceci peut arriver. Donc, voilà, c'était tout de ma part. Et merci pour l'ACOCA, pour m'avoir impliqué dans cette discussion très importante. Je voudrais soulever une question. Vous avez parlé de la due diligence en termes de droits humains, et je serais intéressée d'avoir votre opinion en tant que fournisseur. Avez-vous été impressionné par rapport à la due diligence offerte par les organisations humanitaires, surtout par rapport au PSP? Bon, là, c'est une question assez difficile, je dirais, car ce type de due diligence est entreprise en général lors du processus d'appel d'offres. Donc, nous ne pouvons pas trop voir, mais nous recevons cependant des visites fréquentes de personnes qui recherchent des services de sécurité. Mais honnêtement, je dois dire que le droit humain ne ressort pas fréquemment dans les questions que nous posons. C'est surtout, nous essayons de voir les licences, les approbations, les capacités, quel type de clients nous avons. Donc, c'est rare qu'on nous pose des questions sur les droits humains. Je sais qu'ICOCA s'intéresse beaucoup à cet aspect, mais ceci ne ressort pas lors de l'appel d'offres, comme j'ai dit. ICOCA fait due diligence pour tous ses membres et tous ses affiliés. Quand une organisation décide de contracter une société affiliée, ils peuvent être sûrs que la due diligence a été menée. Donc, Élodie, ce serait intéressant d'avoir votre perspective en tant qu'utilisateur de sécurité privée, parce que dans certains contextes, peut-être il n'y a pas beaucoup d'affiliés d'ICOCA. Ce n'est pas possible de contracter des sociétés. Bien sûr, nous aimerions changer tout ceci et espérons avoir quand même des affiliés à ICOCA pour s'assurer qu'il y a plus de conformité en termes de normes. Sorry, breakouts here.
pardon, des companies to interruptions. join and may not be, Donc, member and affiliate companies like Coca. donc peut-être, comme je dis, il n'y a pas d'affiliés à ECOCA. Donc, quels sont les défis pour vous, Elodie, pour faire cette due diligence auprès des PSP? Each country actually, because we will have issue. We can have issue internally. Cela dépendra des pays, même si on sait que ICOCA existe. Grâce à eux, on peut avoir la bonne information et vérifier. Donc, des fois, vous avez des sociétés où on respecte les droits humains, mais dès qu'il y a un changement dans la direction, il y a aussi un changement de comportement envers les droits humains. Donc, nous avons aussi remarqué cette situation assez fréquente. Donc, il y a en général un manque de connaissances au sein des secteurs humanitaires, des normes ICOCA, et aussi un manque de confiance par rapport à la capacité d'évaluation, c'est-à-dire si on va faire évaluation, que se passera-t-il plus tard et tout. Donc, dans certaines régions où il n'y a pas d'ICOCA, ce serait intéressant aussi de se référer à ce qu'a dit Fodeba. Donc, des fois, quand vous avez besoin d'un grand nombre de guards, et quand vous n'avez pas la capacité de bien les gérer, ou quand il y a des crises dans l'équipe d'intervention, mais sinon, la plupart du temps, ce n'est pas intéressant, surtout dans des zones où vous avez seulement un seul PSP et quand vous n'êtes pas sûr qu'est-ce qu'ils fournissent et comment vous allez vérifier d'ailleurs ce qu'ils vont faire et comment vérifier qu'ils sont affiliés. Donc, c'est toujours mieux d'avoir son propre staff parce que la sécurité est complètement intégrée dans la manière que nous allons livrer nos programmes pour pouvoir travailler avec la communauté. Quand Fodeba dit nous avons nos propres gardes, il dit qu'ils sont membres de notre équipe et ils seront aussi nos ambassadeurs dans la communauté et ils peuvent disséminer nos messages. Donc, l'idée, c'est avoir un staff qui va nous permettre de bien diffuser la connaissance. Donc, vous ne pouvez pas séparer la gestion de programme et l'implémentation du programme avec toute la partie soft et séparer la manière dont nous gérons notre sécurité. Donc, tout ceci doit être intégré. C'est extrêmement important de penser à tous ces éléments, surtout quand nous devons travailler avec les organisations humanitaires. C'est comme ça que nous faisons mieux, nous pouvons mieux travailler. Un commentaire par rapport au monitoring et à la vérification. Donc, je voulais juste, nous faisons de la certification chaque 3 ans, nous faisons une vérification annuelle, mais bien sûr, on ne peut pas être tous les jours sur terrain, mais les clients tels que les organisations humanitaires jouent aussi un rôle important par des choses simples, juste pour vérifier si les gardiens sont bien payés, les agents sont payés selon les accords. Et si ce n'est pas le cas, il faut faire un peu plus de suivi. Fodeba, je voulais vous demander
encore une fois, si vous pouvez nous dire, louer les services locaux plutôt que louer PSP. Donc, c'est intéressant de voir d'ailleurs le contexte de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a eu des cas ou des problèmes quand vous avez contrat avec des organisations humanitaires? Est-ce qu'il y avait des problèmes que ces organisations étaient impliquées dans certaines politiques ou qui ont impacté aussi votre organisation, la Croix-Rouge? Ici, nous, on n'a pas eu de problème particulier dans la ville de Bouaké, mais comparativement à la zone ouest, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, nos différents bureaux qui sont là-bas, on a eu des difficultés parce qu'il est arrivé que les gardes qu'on avait recrutés, ce n'étaient pas des volontaires. Et donc, après le départ du CICR, vous savez, le fonctionnement des entités locales de la Croix-Rouge diffère d'un pays à un autre. Et donc, au niveau local, ils avaient des difficultés à gérer le salaire des gardes. Et donc, les gardes sont restés près de 2 ans. Et plus tard, ils ont fait un courrier, ils ont saisi le tribunal du travail à Abidjan et ils ont porté plainte, traduit la Croix-Rouge Côte d'Ivoire via la coopération au sein du CICR devant les tribunaux pour utilisation de personnel et salaire non payé. Comparativement à nous à Bouaké, nous ici, on a eu des difficultés après le départ du CICR, des difficultés financières à pouvoir payer celui qui faisait, ceux qui assuraient la garde au niveau de notre bureau. Mais l'avantage a été qu'il a exercé près de 3 à 4 ans sans salaire fixe du fait qu'il était volontaire, mais en plus de cela, c'était un encadreur agricole. Donc, il a géré durant ces 3 à 4 ans sans salaire fixe parce qu'on avait d'énormes difficultés à pouvoir assurer régulièrement son salaire. Et finalement, il a eu une opportunité meilleure ailleurs. Il est parti sans créer de dommages, sans nous traduire devant les tribunaux. Je ressens cet exemple parce que c'était un volontaire et il connaît mieux la maison, il connaît le principe de fonctionnement de la maison. Et donc, pour lui, traduire la maison devant les tribunaux pour salaire non payé, tout en connaissant les difficultés de la maison, ce serait peut-être une trahison de son acte dans le domaine du bénévolat et du volontariat. Donc, c'est une manière de dire que quand on recrute un prestataire externe à sa maison, il y a un impact négatif qu'il peut vous porter. Il peut arriver, dans le cadre des grandes organisations, c'est des choses qui n'arrivent pas. Les grandes organisations, c'est rare qu'ils ont des difficultés financières à pouvoir payer, comme on appelle, le personnel de sécurité. Mais comparativement à chez nous ici, qui sommes, c'est vrai, une entité nationale, mais démembrée au niveau local où chaque zone a une certaine autonomie. Et donc, quand on a des difficultés à pouvoir payer ces gardes-là, si c'est des volontaires recrutés en interne, ça se gère plus facilement. Mais comparativement à une personne externe, forcément qui va vous traduire devant les autorités compétentes pour pouvoir rentrer, bien sûr, dans ses droits. Ce n'est pas notre objectif d'employer un personnel et de ne pas pouvoir le payer. C'est notre objectif. Mais il peut arriver qu'on ait des difficultés à pouvoir l'assurer correctement. Donc, il est important, ce que je conseillerais beaucoup aux grandes organisations internationales qui se déploient, notamment dans la zone sahélienne, dans le recrutement des gardes, il est important de favoriser le personnel local. J'insiste vraiment beaucoup là-dessus parce qu'en Côte d'Ivoire, toutes les organisations qui ont recruté les gardes en tant que personnel local, ça leur a créé moins d'incidents. Et comme je vous l'ai dit, généralement, les PSP ne respectent pas dans l'ensemble les conditions des droits de l'homme comme l'exprimait Christopher Darcher, les droits de l'homme qui regroupent bien sûr les conditions de salaire surtout, parce que souvent ces PSP vivent en fonction de ces contrats. Et au lieu que les responsables de ces PSP en contrepartie payent correctement leurs gardes, assurent une sécurité sanitaire, une déclaration à la caisse de sécurité sociale, c'est des faits qui se font rarement au niveau de certaines PSP locales. D'autres sont corrects. Dans l'ensemble, beaucoup ne respectent pas ces normes. Et il y a un deuxième point que Élodie Leroy de Plan a évoqué. Ces PSP, généralement, puisqu'ils n'assurent pas correctement le salaire
vous allez voir que sur les différents sites, il y a toujours une relève de nouveaux personnels. Or, en envoyant chaque fois de nouveaux personnels, ça expose l'organisation. Parce que ce nouveau personnel qui vient, il n'est pas adapté, on ne connaît pas trop son passé. Si les conditions salariales ne sont pas réunies, il peut être même l'auteur de facilitation de vol ou de casse ou même d'attaque de l'organisation. Donc, il faut être véritablement regardant sur le volet conditions salariales et sociales de ces personnels-là au niveau de ces PSP-là. Voilà un peu la petite contribution que je voulais vraiment vous apporter sur ce niveau. Je reste toujours à Thank you for votre that. disposition. And we are now out of time, but I do feel like I need to just Merci. Voilà, malheureusement, on est un peu en retard et je vais passer le micro à John pour avoir un commentaire rapide. Bien sûr, il y a plusieurs questions qui se posent par rapport au PSP, mais heureusement que certaines PSP ne sont pas toutes mauvaises. Il y a certaines PSP qui respectent les droits humains et je voudrais d'ailleurs passer la parole à John qui, si vous pouvez commenter sur ça. Merci, Chris. Je suis désolée d'entendre les expériences négatives. En termes de travail dans cette partie du monde, en Afrique centrale et en Afrique de l'Est, les ministères de l'Emploi sont très fortes. Et donc, il y a très peu de chances de ne pas payer les gens et de ne pas payer leur indemnité et leur dû, parce que les gens peuvent se plaindre vers ces ministères. Donc, nous ne faisons pas réellement face à ces problèmes. Le problème que je vois, et c'est les modèles de changement des conditions de travail, de l'acceptation du gardien de travailler 6 jours par semaine et avoir seulement une journée de congé, travailler plusieurs heures par jour. C'est ça qui est plus difficile parce que nous sommes sur un marché et on devrait bien sûr travailler ensemble et peut-être l'association pourrait être le forum idéal pour parler de ces normes à améliorer, les normes de travail améliorées. Donc, oui, absolument, ça fait partie de notre programme pour voir comment nous pouvons engager avec toutes les organisations et pas seulement les organisations humanitaires. Ça serait aussi intéressant de travailler avec le gouvernement qui loue les services de PSP. Nous parlons de toute cette chaîne logistique. Bien sûr, les organisations ne peuvent pas demander à leur staff de travailler 12 heures par jour et 7 jours par jour et ils ne peuvent pas aussi demander ceci aux PSP privés. Aujourd'hui, nous sommes restés un petit peu tard et je voudrais remercier tous les panélistes pour cette session fantastique. Je voulais remercier Juliette pour le beau travail qu'elle a accompli. Ce n'est pas encore terminé. On va bien sûr avoir un module de formation pour savoir comment avoir des contrats et j'ai mis un lien pour le brief. Donc, je vous invite à cliquer sur ces liens et essayer de le partager aussi dans votre réseau de professionnels. Nous allons vous emailer aussi le document PDF. Donc, je ne vais pas résumer la conversation, la discussion d'aujourd'hui. Donc, le travail que nous menons pour s'assurer que les droits de l'homme soient respectés dans tous les secteurs. Et j'espère qu'on va continuer à s'engager dans cette question importante. Aujourd'hui, c'est tout. Merci à vous tous. The people doing the world's most important work are up against the biggest challenges.
Since the 90s, security incidents involving NGOs have increased as their independence and impartiality no longer protect them. Humanitarians are actively targeted, as well as exposed to the risks of conflict and disaster, facing kidnapping, injury, and death in order to help those in need. And the threats to their safety means their ability to help diminishes too. NGOs began to create roles for dedicated security professionals, but they often lacked support and resources and worked in isolation. In 2006, a group of them from the UK and Ireland got together to develop coherent approaches to security risk management in the humanitarian space, eventually becoming an established network, the European Interagency Security Forum. With a strategic, inclusive, and collaborative focus, the Forum has created a center of excellence, facilitates a peer-to-peer network, builds capacity for security risk management, and provides a voice for practitioners, reaching over 100 members. In response to growing demand, it has now gone global, bringing different perspectives, expertise, and resources to make core activities such as original research, trainings, workshops, and knowledge sharing more impactful than ever. As a result, organizations are able to build their security risk management on an even stronger foundation to keep more aid workers safe and enable sustainable access to communities in need. With a vision to see the work of the whole third sector done more effectively by supporting NGOs around the world, we are the Global Interagency Security Forum.